largement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids élément. Question financière dans un premier À temps. votre avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. La guerre en Ukraine met-elle en danger l'agriculture française? Ça sera le thème que l'on va aborder. Alors on le sait, le président Poutine est-il devenu fou? Toujours est-il qu'en déclarant l'invasion de l'Ukraine, il met non seulement en péril des populations, mais aussi de nombreuses économies. Le président de la République l'a dit ce matin, cette invasion, cette guerre va générer des désordres économiques profonds. L'agriculture ne sera pas épargnée malheureusement et justement on va essayer de comprendre un peu quelles peuvent être les implications. Et pour cela j'accueille Tiffany Stéphanie. Bonjour Tiffany. Bonjour. Vous êtes directrice com de Yara International. On aura l'occasion d'y revenir. Vous allez parler notamment du coût de l'énergie et des engrais. Juste à mes côtés, Luc Spessart, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la FNSEA et puis aussi éleveur dans l'Oise. À ma gauche, Marine Raffray. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La pandémie et l'agriculture. Vous l'avez coécrit avec Thierry Pouche et c'est aux éditions France Agricole. Mais vous n'êtes pas ici pour nous parler de ce livre, mais plutôt de l'impact économique chiffré peut-être qu'on peut attendre sur l'agriculture française du fait à la fois des mesures restrictives qu'il peut y avoir par rapport aux exportations et puis aussi du surenrichissement des coûts. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrizio Delage. Bonjour Fabrizio. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes fondateur de ValeurTech et je vais démarrer avec vous parce que vous connaissez bien l'Ukraine. Expliquez-moi. Oui, alors nous, c'est vrai qu'on a accompagné depuis 2018 quelques startups dans le monde des technologies là-bas. Donc on a travaillé surtout sur le développement de technologies françaises avec des gros agro-holdings. Voilà, je pense que tout à l'heure nous aurons Clément Goussan d'AgroKMR pour en parler. À chaud, les premières réflexions, c'est ayant une équipe de développeurs informatiques, forcément nous on s'est senti touché par ce qui se passe en termes d'accès aux plateformes, donc toute la partie cyber, attaque, avant de parler vraiment des marchés du blé et des relations avec le gaz et le pétrole, mais ça a été vraiment l'un des premiers points sur lesquels j'aimerais m'arrêter, c'est l'impact en termes de souveraineté numérique. C'est vrai qu'on n'est pas du tout souverain sur le plan numérique. C'est soit aux États-Unis et très facilement attaquable par les Russes. Absolument. Aujourd'hui, c'est vrai que les grandes coopératives ukrainiennes, les grands agro-holdings ont souvent des SaaS américains. Donc derrière, ça fragilise forcément le rapport aux données et à la circulation de ces informations sur les marchés boursiers. Et vos équipes sont en sécurité? Oui. Absolument, oui. Donc il n'y a pas de souci. Alors Fabrizio, on a contacté Clément Goussan, qui travaille pour une ferme très importante en Ukraine, AgroKMR. Est-ce que vous nous expliquez aussi un petit peu dans quel coin il est de l'Ukraine? Oui, alors vous êtes plutôt dans le sud-est, donc c'est une grande région agricole en Ukraine et on avait eu la chance de travailler avec Clément dès 2018 voilà, et d'unir nos forces autour de ces problématiques d'adoption de technologie sur sa ferme notamment les réseaux à l'époque pour une entreprise qui s'appelait Sigfox en termes de déploiement réseau pour faire connecter toutes ces stations météo sur des long spectre, longue distance sur des exploitations ukrainiennes. Alors j'ai eu Clément hier au téléphone, il m'a dit oui, moi je veux bien participer à votre émission, mais attendons de voir la nuit et puis on se rappelle ce matin à 10h et il me dit ok. Clément, est-ce que vous nous entendez? Voilà, Clément, vous nous entendez? Apparemment, tout va bien. Clément, comment ça se passe? Je vous entends, mais je vous entends très mal. C'est bon. très coupé. Oui, on imagine que le réseau ne doit pas être évident du tout en Ukraine. Expliquez-moi un peu comment cela se passe chez vous actuellement, donc en Ukraine. Je m'excuse, mais j'entends très mal. Comment cela se passe? Oui, bonjour Jean-Paul. Alors ça se passe déjà premièrement, nous sommes toujours au travail. Pour contextualiser, on travaille au sud-est de Kiev. On est à l'est de Dniepopetrovsk, on exploite aujourd'hui 21 000 hectares. On a évidemment toutes les infrastructures, tous nos collaborateurs sont présents. Aujourd'hui, moi, je suis encore présent sur la ferme avec ma famille également. On est au travail. On a pris toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité de nos collaborateurs, leurs familles, leurs proches, etc. On soutient de manière logistique, morale et psychologique tous nos amis, nos proches ukrainiens et tout ce qu'on peut faire, on le fait. On est en tout cas au travail et on continuera à être au travail tant qu'on pourra. Et pour l'instant, on est au travail.
Est-ce que les combats sont loin ou sont proches de vous? J'entends très mal, pardon. Oui. Est-ce que les combats sont loin de vous, les combats, la ligne de front? Je suis vraiment confus, mais j'entends très très mal. Bon. On reviendra vers vous. Je voulais juste savoir si vous pouvez entendre, et je sais que le réseau, c'est compliqué le réseau Internet en Ukraine. Est-ce que les lignes de front sont éloignées de là où vous êtes? Les lignes de front? Je crois entendre votre question, c'est-à-dire que les combats se déroulent aujourd'hui surtout à Kiev. Il y a un front sur le nord, dans la région de Tchernigov, à l'ouest de Kiev. Il y a un front à Soumy, Kharkov. Nous, on a le front de 2014 qui a été calé quand il y a eu les combats avec les séparatistes en 2014-2015. Ce front-là, pour l'instant, ne bouge pas plus que ça. Aux dernières nouvelles, il y a une demi-heure, peut-être qu'ils auraient avancé des lignes de 3 km, donc ça veut dire qu'on serait à 150 km. Il y a un front du sud également qui se déploie sur Melitopol, qui est une ville du sud, proche de la mer d'Azov. Eux aussi avanceraient, enfin les troupes russes avanceraient dans ce sens-là vers Zaporizhia. Donc pour l'instant, on suit les événements avec attention et nous, aujourd'hui, on est malheureusement prêts, pas de manière militaire, j'allais dire, mais enfin nous en tout cas, mais on est prêt à continuer à travailler et à soutenir tout le monde, tout le peuple ukrainien et tous nos collaborateurs pour les mettre en sécurité encore une fois. Vous êtes bien sûr inquiet pour le futur. Comment vous pensez que cela va évoluer concrètement? Concrètement, j'en ai aucune idée. Il faut souligner tout le courage et toute la solidarité du peuple ukrainien. Je crois que c'est une vraie leçon qu'ils sont en train de nous donner à tous. Et surtout, concrètement, je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. Au niveau tant agricole, tant que pour le pays. Agricole, c'est une chose. Là, tout de suite, il s'agit de comprendre comment ça va se passer. La suite, personne n'en sait rien. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les médias. Personne n'en sait vraiment rien. D'autant que nous, on n'en sait rien en étant sur place, quoi. Bon, dans tous les cas, Clément, merci beaucoup d'avoir accepté, malgré ces conditions exceptionnelles, d'être avec nous pour cette émission. Et surtout, bon courage. On est de tout cœur, bien sûr, avec vous et avec le peuple ukrainien. Alors, par la suite, on va essayer de comprendre quel peut être l'impact de ce conflit sur l'agriculture française. Alors, Marine, j'ai envie de démarrer avec vous. Aujourd'hui, on peut analyser la problématique, à la fois quel peut être l'impact sur les exportations et après on verra sur les coûts de production. Sur les exportations, on a eu quand même des préalables en 2014 avec le prix du lait, etc. Est-ce que vous prévoyez aujourd'hui que ça va être compliqué d'exporter ? Alors, on l'a vu, la situation est encore très confuse pour l'heure. Mais il est vrai que les filières agricoles françaises exportent vers l'Ukraine, exportent aussi vers la Russie. Qu'est-ce qu'on exporte ? On exporte beaucoup de produits céréaliers, oléagineux, de l'aliment pour le bétail aussi vers l'Ukraine et la Russie. Pour l'heure, on sait que les liaisons sont très compliquées, et notamment dans la mer Noire, là, les bateaux sont à l'arrêt et sont bloqués, ils ne peuvent pas rentrer dans la mer d'Azov. Et donc, certains ports ukrainiens majeurs comme Odessa, Mariupol sont pour l'heure à l'arrêt, leur activité est stoppée. Alors en termes de données monétaires, ce ne sont pas non plus nos premiers clients, mais il faut vous l'avez dit, si on se prend pour repère 2014 et l'embargo de la Russie en contrepartie des sanctions qui avaient été appliquées à la Russie, cet embargo sur les produits agricoles, il a quand même déstabilisé fortement le marché européen par effet ricochet. C'est-à-dire que d'autres pays comme la Pologne, qui avaient de très forts liens commerciaux avec la Russie, ont dû trouver d'autres voies pour écouler leurs produits. Et ça s'en est ressenti, bien sûr, sur l'évolution des cours des matières premières agricoles européens ou de certaines filières comme les fruits. On peut prendre l'exemple de la pomme. La pomme qui, de la Pologne, était fortement exportée vers la Russie,
et tous les volumes qui n'ont pas pu trouver débouché vers le marché russe ont dû être écoulés notamment sur le marché européen et ça a fortement déstabilisé la filière de la pomme, y compris en France. Donc évidemment, ce qui va nous permettre de mesurer de manière plus précise les conséquences de cette crise, ça va être sa durée d'une part, hein. Comment le conflit va évoluer, est-ce que les troupes russes vont s'arrêter et où l'Est du pays, l'Est de l'Ukraine, c'est la zone où les rendements de blé sont les plus élevés. 40% je crois de la Exactement. production de blé se fait à l'Est donc de cette fameuse ligne verticale donc, qui scinde en deux l'Ukraine. Tout à fait. Bon, alors on a entendu cet agriculteur nous dire qu'ils étaient encore au travail, mais peut-être que d'autres exploitations ont dû stopper pour l'instant, peut-être de manière temporaire, on l'espère, les travaux dans les champs. Donc, est-ce que cela va avoir des conséquences sur la récolte ukrainienne ? Il va falloir observer cela de très près. Mais voilà, beaucoup de points d'interrogation encore pour l'heure. Lux Messart, vous étiez ce matin avec le président Macron. Il a été dit que les filières allaient se rassembler pour justement étudier quelles pouvaient être les conséquences. Oui, tout à fait. Déjà, je voulais apporter vraiment tout notre soutien à cet agriculteur et au peuple ukrainien. Je crois que dans cette période, c'est important d'apporter. Et dès hier, Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, a réuni les filières les plus concernées, notamment les filières végétales. Éric Thirouin, président de la GPB, et m'a fait ce matin le retour de dire que oui, on est au moment de faire l'état des lieux. Ce matin, le président de la République a demandé de nouveau au ministre de l'Agriculture, dès le début de la semaine, de faire l'état des lieux de toutes les conséquences de ce conflit. Direct, indirect, vous le disiez, oui, ça va avoir des vraies perturbations sur les marchés. On l'a vu déjà, le blé a pris 30-40 euros la tonne. Les conséquences, bien sûr, aussi pour le monde de l'élevage, derrière sur l'approvisionnement, la déstabilisation aussi de l'alimentation, de la fertilisation. On sait aussi que c'est des pays qui sont fournisseurs, notamment d'engrais de fond, donc c'est important. Et puis le coût de l'énergie qui est en train de flamber complètement, qui a des répercussions, bien sûr, sur le carburant qu'on utilise, mais tous les effets indirects. Donc oui, il va y avoir des effets. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire que l'agriculture, finalement, on s'aperçoit aussi de la nécessité de la souveraineté, c'est ce que vous disiez. On a tiré aussi les enseignements de 2014. 2014, c'est des vrais impacts, effets dominos. Vous citiez le problème de la pomme. On peut citer plein d'effets comme ça, que ça a eu des effets. Je pense aussi aux viticulteurs avec ces embargos qu'on a pu avoir également. Alors, on a demandé l'avis aussi à un expert qui suit les marchés. Il s'agit d'Arthur Portier, il est consultant chez Agritel. On l'écoute. Alors, l'impact de la crise ukrainienne sur l'agriculture aujourd'hui, elle est quand même encore un petit peu incertaine, puisqu'on est encore beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer sur la suite du conflit. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que les marchés des matières premières agricoles évoluent extrêmement vite. Et aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie font partie des principaux exportateurs mondiaux, notamment de blé. Donc, il va y avoir des échanges qui vont être revus. J'entends par là que l'Égypte, qui est un principal importateur de blé ukrainien sur la fin de campagne, va être obligé de se sourcer ailleurs. Donc, ça va redonner un petit peu d'intérêt à l'origine française. Maintenant, dans le second temps, on va avoir une autre problématique qui va être sur la problématique du coût de l'alimentation pour le bétail. On va avoir une hausse significative du coût de production pour l'aliment, que ce soit pour le maïs ou que ce soit pour le blé. Donc, si demain, vous n'avez pas une augmentation du prix des œufs, de la volaille et du porc, on court à la catastrophe pour les élevages français. Donc, il va falloir que le consommateur accepte de payer plus cher pour le moment, même si on le sait, les marchés sont extrêmement volatiles et ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et enfin, il va y avoir une problématique pour les céréaliers français qui va être la hausse du coût de production de la tonne de blé liée au gaz, puisque l'augmentation du gaz, vu qu'on est très dépendant de la part de la Russie, va entraîner une augmentation du coût des engrais et donc une hausse du coût de production pour la tonne de blé. Donc il va falloir remodeler un petit peu tous nos apports, il va falloir peut-être revoir un petit peu notre assolement. Pour les éleveurs, il va falloir revoir un petit peu comment c'est possible pour augmenter le coût de production derrière pour le producteur. Et tous ces éléments-là vont conduire à des bouleversements un petit peu sur notre agriculture. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas une filière qui va s'en sortir. Vous êtes éleveur, vous savez que vous allez acheter encore plus cher, donc l'aliment.
Oui, et comme le dit Arthur, c'est comment on va pouvoir répercuter aux consommateurs. Aujourd'hui, on est à la fin des négociations commerciales. Ça a été très compliqué déjà de faire passer la hausse qu'on a subie là, depuis 6 mois. Ça va venir perturber encore de façon complémentaire. Donc, mais par contre, il n'est pas question, il faut absolument qu'on soutienne le peuple ukrainien pour la souveraineté alimentaire de l'Ukraine. Comme nous, on se fait aujourd'hui, on se bagarre pour se dire que oui, ces moments-là, après le Covid, cette guerre en Ukraine montre qu'il est nécessaire de produire son alimentation et tout ce qui va avec. Alors on en reparlera. Oui, Fabrizio. Non, sur la... Vous m'entendez? Oui. Oui. Sur la consommation, en fait, bon, aujourd'hui, le pain, est principalement, c'est du blé français. Donc, encore là, on arrive à soutenir ça. Donc, il ne faut pas se ruer sur les pâtes. Par contre, sur le lait, la viande, en effet, là, on va être soumis à ça. Et puis, sur le cochon français aussi, les Russes sont des grands importateurs. Donc, là, en effet, on va sentir aussi l'effet du conflit. Alors, on a parlé du coût de l'énergie. Globalement, le prix des engrais dépend de l'énergie. C'est vrai que le gaz est vraiment la matière première et le coût de production principal quand nous produisons des engrais. Et évidemment, ça a un impact sur le reste de la structure de prix. Avant de rentrer dans les détails, je voudrais aussi avoir une pensée pour Clément, pour tous les agriculteurs et aussi nos équipes qui sont en Ukraine et qui sont sains et saufs pour l'instant. Et on espère vraiment que la situation va... et rapidement pouvoir s'améliorer. Donc oui, le gaz, c'est notre coût de production principal. On a bien vu, si on regarde la fin d'année 2021 et on compare avec le prix du gaz fin d'année 2020, le gaz a été multiplié par 6. Je pense finalement on est un peu tous dans la même situation. Comment on fait pour gérer de telles hausses et de telles fluctuations? Et je crois que la conséquence à court terme de cette situation et de la guerre en Ukraine, ça va être une plus grande volatilité du prix de l'énergie. Et il va falloir qu'on s'y ajuste. Et finalement, c'est aussi un appel pour nous tous de réfléchir comment est-ce qu'on peut assurer notre indépendance stratégique, que ce soit pour la production alimentaire et pour la production des engrais, qui sont un élément essentiel de notre sécurité alimentaire. Les engrais étaient déjà chers du fait de la reprise. Ils vont être encore plus chers. C'est difficile de spéculer à ce stade parce que, comme l'a dit Marine très clairement, l'impact de la situation va dépendre de la durée de la crise, de l'ampleur des sanctions. Pour l'instant, les sanctions n'ont pas l'air de toucher le secteur des engrais, mais évidemment, il y aura aussi un risque de manque je recommence, pardon. On essaye de tout faire au niveau de nos opérations pour s'assurer de pouvoir répondre à la demande, en tout cas en Europe. Oui, si on rappelle que la Russie, c'est 10% des approvisionnements d'engrais de la France, 25% des engrais de l'Union européenne. Il est vrai que si, en représailles aux mesures, aux sanctions économiques, la Russie décidait de fermer le robinet des engrais, ça pourrait avoir de fortes conséquences. Un petit peut-être... avant-goût de ce qui pourrait se passer, on voit là un rapprochement fort entre la Chine et la Russie sur le commerce du blé. La Chine qui avait mis en place des mesures de blocage ou de restriction des importations de blé russe vient d'annoncer là il y a 48 heures qu'ils allaient ouvrir les portes et les vannes au blé russe. Donc la Russie a aussi possibilité de rerouter certains de ces flux vers d'autres partenaires. Tiffany ? Oui, je voulais revenir sur ce que disait Marine et le fait qu'on est dans un marché ouvert et donc l'agriculture française utilise des engrais qui viennent de différentes provenances du monde. Et c'est important de penser, par exemple, en ce qui nous concerne, Yara, nous avons 3 sites de production en France, 2 pour la production d'engrais et nous couvrons à peu près 45% des besoins des agriculteurs français en ammonitrate, de l'importance d'avoir ces secteurs stratégiques et ces sites aussi dans l'Hexagone. Exactement. Le ralentissement de l'activité des ports aussi, c'est quand même à souligner aujourd'hui en termes de flux logistiques, les porte-conteneurs, les délais de chargement, toutes ces choses-là, la prise en main potentiellement russe aussi de certains accès maritimes sur les grands ports exportateurs céréaliers aussi vient aussi répondre aussi à ces enjeux sur le conflit. Alors, si on se retrouve dans une situation compliquée, c'est qu'on a sous-estimé, négligé, méprisé le fait d'être souverain sur le plan de l'agriculture, de l'alimentation, de l'énergie, de l'industrie. On redécouvre tout ça un peu dans la douleur. Et c'est vrai que le président en a parlé ce matin, il faut être souverain, mais on ne va pas être souverain du jour au lendemain. Non, ça s'organise. Déjà, il faut remettre
tous les éléments au travail, c'est-à-dire que là où on a le potentiel des usines, il faut les faire tourner à plein dès maintenant, c'est-à-dire qu'il faut déjà préparer la prochaine campagne. C'est le même problème que le gaz pour se chauffer l'hiver prochain, c'est la même chose pour notre fertilisation. Et puis, il faut investir. Le plan de relance avait mis 3 milliards sur l'agriculture. Je pense qu'il va falloir mettre un petit peu plus parce qu'il y a l'agriculture et puis tout ce qui va avec, l'amont, l'aval. On a besoin de tous ces éléments-là. Puis ça me permet de dire aussi que apporter des engrais, c'est nécessaire. L'alimentation, pour derrière avoir des produits de qualité qui sont, qui répondent à la demande, notamment en pain planifiable. Tiffany ? Oui, je voulais rebondir sur ce qui venait d'être dit par Luc, à savoir qu'il faut continuer dans la transformation de notre secteur et partager aussi les différents efforts que cela requiert. Et en fait, une des solutions que l'on voit, nous, au sein d'IARA, c'est de changer le mode de production de nos engrais, de passer du gaz naturel aux énergies renouvelables. Et en fait, au lieu de combiner l'azote de l'air avec du gaz, de le combiner avec des énergies renouvelables, d'arriver à la production d'ammoniac vert, qui est vraiment l'élément essentiel pour pouvoir produire les différents engrais et qui permet d'avoir non seulement un engrais qui est avec une empreinte carbone de 80 à 90% plus faible que les autres produits sur le marché et qui permet aussi d'être plus indépendant et moins dépendant des sources d'énergie du reste du monde. Et dans ce sens, on pourrait parler aussi de réconcilier le numérique à l'environnement. Aujourd'hui, on se rend compte que l'accessibilité aux données sur les exploitations devient quelque chose aujourd'hui où la valeur doit être absolument protégée en termes de consentement d'accès aux données. Donc ça remet en fait l'agriculteur au centre de ces réalités-là, de façon à ce qu'il puisse lui-même porter aussi un regard sur l'accessibilité à tous ces flux de données qui circulent sur son exploitation. Parce que c'est vrai qu'on a été un peu inconscient. On parle là aujourd'hui, on diffuse sur Internet, mais il suffit que Poutine bloque Internet et on n'a plus de moyens de communiquer, de travailler. On a été inconscient en 2020, juste avant le Covid. On avait une émission ici sur où sont les stocks alimentaires. On n'a pas de stock alimentaire. Le ministère de l'Agriculture pensait que c'était la Défense qui faisait les stocks. Et la Défense pensait que c'était le ministère de l'Agriculture qui s'en occupait. 2 ans après, on est au même niveau. Comment on n'arrive pas à anticiper ce qui était avant la base, justement, de la protection des populations, sauvegarder l'alimentaire? Tout simplement parce qu'on a pensé qu'on pouvait faire venir, finalement, c'était un commissaire qui avait dit qu'on pouvait tout importer. Le fret étant pas cher, on pouvait faire le tour du monde, mais aujourd'hui il y a l'impact carbone, il y a justement cette dépendance, il y a les blocs qui se sont quand même, qui sont en train de se reconstruire. Vous disiez la passerelle entre la Russie et la Chine, ça change quand même des blocs habituels. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vraie stratégie européenne. Quand on voit, c'est pareil, quand on voit la stratégie Farm to Fork, je pense que ce matin, elle doit être rebattue en brèche, c'est de se dire qu'il faut produire, et il faut produire le plus possible pour nous, mais aussi pour les pays qui sont aussi en attente. Oui, mais Luc, il faut que vous expliquiez aux téléspectateurs, Farm to Fork, effectivement, c'est une direction donnée par l'Europe qui pourrait se traduire par une baisse de la production européenne. Donc vous êtes contre, d'autres disent, attention, certains cabinets disent ça, mais ce n'est pas forcément vrai. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que globalement, aujourd'hui, on n'est pas du tout souverain sur le plan alimentaire parce que la plupart des produits phyto pour traiter les cultures, ils viennent quand même de l'étranger, de l'Inde ou d'ailleurs. Les tracteurs, ils viennent quand même de l'étranger. Enfin, on a beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs. Donc, s'il y a un coup dur, on est foutu. Oui, on peut prendre aussi l'exemple du soja qui participe à cette dépendance de l'extérieur. Alors, je pense quand même qu'à la lumière de la crise sanitaire qu'on a vécue, il y a eu une remise sur le devant de la scène de ce besoin de moins dépendre des autres. Peut-être qu'on est arrivé à un fléchissement de cette première phase de la mondialisation où le monde devait devenir un village, tout le monde échanger et dépendre les uns des autres. C'était censé être un vecteur de paix. On voit que finalement, sur l'agriculture, ces échanges, c'est aussi un vecteur de stratégie géopolitique. Je reviens sur 2014, mais en fait, l'embargo a permis quand même à la Russie, avec la stratégie du président Vladimir Poutine, de mettre le paquet pour investir dans le secteur agricole, justement, pour faire en sorte que la Russie devienne autosuffisante en quelques années et devienne le premier exportateur de blé aujourd'hui. Ouais. Tout à fait. Je crois que la Russie nous a montré finalement qu'en un peu moins de 10 ans, ils étaient capables de passer à l'insuffisance, justement à une stratégie d'exportation. Donc ce matin, le président de la République a parlé de la mise en place de la 3e révolution avec robotique, numérique, génétique. Moi, ces 3 termes qui, à mon avis, font sens, font corps
pour justement préparer l'agriculture de demain. Mais Luc, vous dites attention, il faut revaloriser. Ok, très bien l'alimentation, il faut que ça soit payé plus cher, je le comprends. Mais avec le prix de l'essence qui va coûter plus cher, les consommateurs auront moins d'argent aussi demain, dans le futur. Alors, il y a une vraie question de pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est clair, mais la proposition qu'on fait notamment à la FNSEA, c'est un vrai chèque alimentaire. Ça veut dire que ce n'est pas sur l'alimentaire qu'on doit faire, j'allais dire, l'arrivée, mais c'est bien de se dire qu'aujourd'hui, on a une population qui a un pouvoir d'achat, un vrai problème de pouvoir d'achat, et donc la solution, c'est de régler notamment la partie sociale sur ces chèques alimentaires fléchés sur de la production française. Il faut aller très vite, Fabrizio. Le financement de la valeur agricole de la parcelle, mais aussi le financement de la valeur numérique de la parcelle. C'est l'un des sujets aujourd'hui qu'il faudrait commencer à discuter quand on parle en effet de robotique, génétique et digitale. Tiffany. Oui, et je voulais simplement aussi ajouter l'impact de la fertilisation sur le prix d'une baguette. Voilà, c'est 1 ou 2% de la baguette. Et pour autant, la rémunération des agriculteurs n'est pas au rendez-vous. Donc comment est-ce qu'on peut tous ensemble faire des efforts face à cette situation exceptionnelle qui requiert vraiment le courage de chacun et de tous? Alors là, pour finir, je vais vous donner la parole parce qu'il faut penser solidarité à court terme. Là, on essaie de voir à moyen ou à long terme. À court terme, que peuvent faire les agriculteurs, que peuvent faire les agriculteurs français pour leurs homologues ukrainiens? Alors nous annonçons aujourd'hui une grosse action de solidarité. Une action de solidarité vers le peuple ukrainien en termes d'alimentation. Donc on va le faire via Solal, j'allais dire qui permet dans le don agricole, le don alimentaire. Et la deuxième chose, c'est vis-à-vis des agriculteurs ukrainiens. Pour qu'ils puissent maintenir la production. Aujourd'hui, le blé il a été semé, il faut qu'il aille au bout pour récolter. Le colza, tous ces plantes-là ont été semées en Ukraine. Il faut qu'ils aient les moyens de production et il faudra leur donner un coup de main pour que justement ce qui est peut-être en train d'être massacré par ces militaires, on puisse les aider à récolter sur cette année. C'est ce qu'ils ont besoin, c'est maintenir leur souveraineté alimentaire. Tiffany Stéphanie, merci beaucoup. Luc Spessert, merci beaucoup. Marine Raffray, merci beaucoup. Et je rappelle que vous avez écrit cet ouvrage. Et puis Fabrizio, merci d'être venu ici pour débattre de ce sujet. Et puis surtout, on pense à vous les Ukrainiens. Il leur demande des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. Votre avis, derrière, la situation de l'élection du président Macron agricole se prépare.